Avant que cette vidéo commence, je vous demande de ne pas faire de remarques sur ma coupe de cheveux, faut que je fasse quelque chose pour ça très bientôt, et je vous demande aussi de ne pas faire de remarques sur le fait que j'ai un énorme bouton ici, s'il vous plaît. Je sais que tous les commentaires ils vont me porter là-dessus, ça va être génial. Et on ne parlera pas également de la qualité de la lumière sur cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi, la balance des blancs n'a pas envie de se faire, donc je suis un être de lumière. Voilà. Maintenant qu'on peut entrer dans le vif du sujet, je ne parlerai ni de Mistgun, ni de Guildart lors de cette vidéo. Parce que oui, ça serait beaucoup trop facile de parler d'eux, et je pense et je sens aussi très sincèrement que Mistgun, j'en ai beaucoup trop parlé. Depuis le temps où vous êtes au courant, j'ai été très déçu de son manque d'implication dans l'histoire, de son manque tout simplement d'importance dans cette dernière. Il y a eu tout l'arc Edolas pour qu'au final, même dans cet arc qui était destiné à lui, il ne fasse rien. Le tout avec un design qui était sans doute mon design préféré de tout le manga. Est-ce que je suis déçu? Oui, c'est normal, mais on va pas parler de Mistgun, parce que encore une fois, ça serait trop simple. Pour Guildart, c'est un autre problème. Quand on nous le présente, on nous dit que c'est le mage le plus fort de Fairy Tail, et c'est le cas. Le truc, c'est que vous avez lu beaucoup de mangas, tout comme moi, et vous savez très bien que les personnages les plus forts, soit c'est des ennemis, soit on les voit jamais bien longtemps et bien souvent. La raison, elle est simple, si tu mets un personnage plus fort que le personnage principal, bah il finit par lui voler la vedette. Donc ça marche pas. La plupart du temps, si on ne voit que très rarement ces personnages, c'est pour une raison de gestion de l'intrigue, et ça s'arrête là. Pour ces raisons-là, et parce que soit 1, j'en ai trop parlé, soit 2, c'est un souci qui est propre à absolument tous les mangas, on ne parlera pas de ces personnages-là. Et le problème que je viens de traiter, celui des personnages qui sont les plus forts qu'on ne voit jamais dans le groupe du personnage principal, ou si c'est le cas, on les voit très rarement avec le personnage principal, on peut aussi en parler avec le personnage d'Auguste, un mage aussi puissant pour pas dire le plus puissant. Évidemment, la manière de le vaincre n'allait pas être la force brute, et bien que je sois d'accord avec le fait qu'on puisse trouver sa fin décevante, à mes yeux, elle ne reste pas moins cohérente et acceptable. Ce genre de personnage-là, surtout dans un manga avec un propos comme celui de Fairy Tail, ça allait être étonnant de le tuer, et surtout de le faire via de la force brute. Enfin, moi, ça m'aurait choqué, personnellement. Ok, génial, donc là j'ai déjà perdu la moitié de mon audience parce que tout le monde voulait que je parle de ces personnages-là et j'ai dit que j'allais pas le faire. Mais, quand je parle de potentiel gâché, c'est pas forcément des personnages. C'est pas forcément un potentiel qui est gâché, c'est quelque chose qu'on aurait voulu voir. C'est quelque chose que l'auteur aurait pu faire, ou en tout cas aurait pu mieux et plus utiliser. Et donc, pourquoi j'ai décidé d'appeler cette vidéo « Les potentiels gâchés de Fairy Tail » ? Bah pour la simple et bonne raison que si j'avais appelé cette vidéo, je cite, « Si Mashima avait décidé d'exploiter ça jusqu'au bout, on aurait tous été extrêmement contents », c'est super long comme titre. Et c'est super long en plus de pas marcher du tout et de pas intéresser les gens. Donc, les potentiels gâchés. Voilà. Désolé, c'est comme ça. Bon, pas de Mistgun, pas de Guildart non plus, mais par contre, si on veut parler des grands absents ou les grands inutiles de ce manga comme j'aime les appeler, je ne peux pas ne pas les mentionner. Les mages sacrés, à quoi ils servent? On te présente un collectif de 10 mages triés sur le volet, considérés comme les plus puissants du pays, pour ne rien en faire. En plus, c'est introduit très tôt, le concept de mage sacré, c'est à l'arc Phantom Lord. On t'en présente déjà 3 à peu près directement avec José, Makarov et Jelal. Donc c'est qu'une question de temps avant de voir les autres. D'autant plus que le concept de top 10 en puissance, c'est un truc que tous les fans adorent. Le paroxysme, les 10 meilleurs personnages, regardez, Food Wars, les 10 sièges de Totsuki, tout le monde était à fond. Bon, après, tout le monde s'est mis à poil parce que c'est le manga, mais c'est pas le propos. Ok, donc ce concept de mage sacré, on n'en fera jamais trop rien. Quelque temps après, vous avez Jura, qui est introduit à Oration Saïs, et c'est tout, ça s'arrête à peu près là. Enfin, si, il y a les 4 rois célestes d'Ishgard, mais... est-ce qu'on a envie de parler des 4 rois célestes d'Ishgard? Bon, on va le faire. À quoi ont servi les rois célestes d'Ishgard? Ils ont servi à rien. Le fait qu'ils se fassent laminer par l'ancien numéro 1, God Serena, c'est pas non plus une mauvaise idée, loin de là. Mais pour des persos qu'on voit, qu'une fois, dans l'œuvre, ça reste frustrant. Et décevant, surtout pour un ordre introduit presque, des centaines de chapitres avant. Qu'est-ce que God Serena a réussi et accompli après ça? Ça va vous? Rien. Et y a aucune blague, le perso est introduit, détruit les 4 rois célestes d'Ishgard et se fait tuer en un coup par Acnologia. Ok, soit, admettons, c'est peut-être un coup de poker de la part de l'auteur, et c'est pas forcément une mauvaise idée. Montrer qu'un personnage déjà surpuissant, qui est au-dessus de tous les autres, qui sont déjà surpuissants eux-mêmes, n'est rien face à l'antagoniste final du manga. C'est pas une mauvaise idée. Sauf si le combat final avec le boss final qui est Acnologia est aussi décevant. J'ai aucun problème avec le fait qu'à la fin du combat, les sentiments des gens convergent et servent de ressources magiques à Natsu, lui permettant de vaincre Acnologia. C'est même logique, car oui, n'en déplaise aux influenceurs qui lisent le manga en fermant les yeux, le pouvoir de l'amitié et de l'amour dans Fairy Tail, c'est un truc qui est expliqué et un truc qui est fonctionnel. Les sentiments sont des catalyseurs de magie. Donc c'est pas étonnant ou inconcevable que les personnages s'en servent. On vous entend pas râler quand les gens donnent leur énergie à Goku en levant les mains en mode Wi-Fi. Donc que Natsu batte Acnologia comme ça,
Bon, moi j'ai rien contre, mais c'était court. C'était très très court. En tout cas, beaucoup trop court pour un antagoniste final. Le souci, c'est que à la base, on a pressenti quasiment tout le long du manga Zélef comme l'antagoniste final, et Mashima a eu une très bonne idée de dire « Ah non, c'est l'avant-dernier boss, il y a encore plus dangereux derrière, il y a Acnologia. » Et donc t'apprends que ce fameux boss qu'on pensait être Zélef, lui-même, il est obligé de se préparer avant d'attaquer Acnologia, il peut pas le faire gratuitement comme ça. Mais dans ces cas-là, ben il aurait fallu donner plus de traitement et d'attention à Acnologia. La solution d'en faire un monstre assoiffé de sang et de puissance, je n'ai rien contre, c'est tout à fait possible. Reprenons l'analogie de Dragon Ball, c'est comme ça que les méchants marchent pour la plupart, pas besoin de raisons profondes. Mais le souci, c'est que d'un autre côté, on a un semblant de réflexion et de background, avec le fait qu'Acnologia a vu les dragons détruire sa vie et le monde, et qu'il les déteste pour cette raison-là. Donc à mes yeux, on a un personnage qui essaie de faire les deux trucs en même temps, mais qui fait relativement mal les deux trucs en même temps. Acnologia aurait pu avoir une saveur de fou furieux, être un personnage incroyable, exceptionnel et très intéressant, et au final, il y a un petit peu de pure puissance, assoiffé de sang, etc. Et un petit peu, c'est un peu saupoudré de background, et ben contentez-vous de ça. Parce que dites-vous que le combat final, j'ai compté, c'est 4 à 5 chapitres seulement. C'est même pas un tome complet, ça fait très très court quand même. Mais là, on se contente de parler de personnages et de statut de ces derniers, parce que si je devais être honnête, oui, c'est frustrant, et lors de la première lecture du manga, c'est sans doute ce qui vous gênera et vous frustrera le plus. Mais moi, ça a pas été ça qui m'a le plus gêné la deuxième fois. Et c'est peut-être parce que je suis un grand fan de lore et de gestion d'univers, mais c'est surtout ça qui m'a gêné avec Fairy Tail. Là, vous avez la carte du continent entier. Et nous, on se concentre uniquement là-dessus. Sérieusement, c'est une révélation du niveau du continent obscur dans Hunter x Hunter. Fioré est minuscule, on a quasiment une quinzaine d'autres nations dont on ne sait rien. La fameuse magie orientale, le solid script oriental dont Levi parle à l'Arc Tenro, de quel pays ça vient? Comment le monde fonctionne? On sait que Gray a appris la magie dans le nord avec Houl. Alors, est-ce que c'était dans le pays d'Iceberg? Qui sont les mages des autres pays? À quel point ils sont forts? Est-ce qu'ils sont amicaux avec ceux de Fioré? Est-ce qu'il y a des guerres? Est-ce qu'il y a des conflits géopolitiques? Oui, je débite énormément, mais d'un autre côté, rendez-vous compte que pour un fan de lore tel que moi, un fan de géopolitique des œuvres, c'est extrêmement frustrant. On a une mine d'or sous les yeux. Vraiment, le twist dans Hunter x Hunter du continent obscur, j'étais comme un fou. Quand j'ai vu l'arc en fer dans Yu Yu Hakusho, j'étais comme un fou aussi. C'est incroyable. Tu n'as vu qu'une partie de l'iceberg. Que la partie immergée, il y a tout le reste en dessous. Dans Fairy Tail, t'as tout ça, mais ça sera pas utilisé. Sérieusement, le coup du monde bien plus grand que ce que tu croyais à la base, ça a toujours un effet. Imaginez, le One Piece est la raison pour laquelle Roger riait, c'est parce qu'il a appris qu'il était qu'au début de son voyage, qu'il y avait encore une autre mer encore plus grande après, et que lui, par rapport aux autres pirates de cette mer, il était super faible. On aurait tous pété un câble. On n'aurait peut-être pas forcément tous apprécié, mais on aurait tous pété un câble. Bah c'est un peu ce que j'ai vécu avec la carte de Fairy Tail. Les seuls moments où les héros changeront de pays, c'est dans les deux films, et c'est tout. Rien dans le manga à part Arbalès à l'ouest. Et si on reste sur les concepts de géopolitique, j'ai envie qu'on parle un petit peu du Conseil de la magie. Sérieusement, à part se faire tourner en ridicule, à quoi ils servent? Ils sont censés régir et surveiller les guildes. Et au début du manga, on ressent une vraie pression vis-à-vis du conseil. Fairy Tail cause trop de problèmes et est constamment proche de la dissolution. Pour qu'au final, le conseil, le reste du temps, on sait pas à quoi il sert. J'ai l'impression que c'est un parlement, ou en tout cas l'organisme à la tête de la partie judiciaire du pays, gérant les criminels, prisons et autres jugements. Mais on les a jamais vraiment vus à l'œuvre là-dessus. Peut-être 2-3 fois au début du manga, et c'est tout. Et avant qu'on me le dise, non, ça aurait pas été intéressant d'en faire des combattants. Prenons un exemple très concret, si Jelal était au conseil de la magie aussi jeune, c'est parce que c'était un mage sacré et surtout parce qu'il était extrêmement talentueux dans sa gestion de la magie stellaire. Mais la réalité des choses, c'est que la plupart des autres membres du conseil sont bien plus âgés et font plus office de sages. Ce qui est, je trouve, une très bonne idée, ce sont des parlementaires, ce sont des érudits, ce ne sont pas des combattants. Et on le voit bien avec l'ancien président du conseil, Crawford. Sa magie, c'est l'Irkype. C'est la même magie que celle d'Ibiki, mais à un bien meilleur niveau. Et on le sait, c'est pas une magie faite pour le combat du tout. C'est même une magie bien plus appropriée pour un membre de conseil, en fait. Est-ce que vous la sentez, la transition toute faite? Évidemment, on va parler maintenant de la magie en elle-même. Est-ce qu'on peut parler des sorts Amaterasu, s'il vous plaît, parce que ça m'a toujours intrigué. Hades, c'était la quintessence du sorcier dans Fairy Tail. Et j'ai envie d'être honnête, je pense qu'il est inspiré de Shakuma dans Rave Master. C'est le cliché du vieux mage barbu avec son bâton surpuissant qui déchaîne les éléments et tout. Et Mashima, il a l'air de bien aimer ça, hein, parce que je pense que déjà, il a réutilisé Shakuma pour créer Hades, mais je pense qu'il a aussi créé Auguste avec ça. Mais sérieusement, Hades était cette incarnation de la magie elle-même, des sorts, des incantations à divers effets surpuissants et qui semblaient être réservés à des mages de très très haut niveau. Et il semblerait que Amaterasu, ça soit vraiment de la magie
pur et dur comme on imagine. On dirait que n'importe qui peut l'utiliser du moment qu'il a 1. La réserve magique, 2. La connaissance des incantations nécessaires pour invoquer ses sorts. Preuve, Makarov lui aussi sait utiliser des sorts Amaterasu, certes à un niveau nettement moins élevé que celui d'Hadès, mais il sait le faire. Et c'est pourtant les 2 seuls mages qu'on a vu utiliser les sorts Amaterasu. Et normalement là vous allez voir où je veux en venir. Est-ce que ça aurait pas été incroyable de voir Zelef utiliser les sorts Amaterasu? Tout le long du manga, on s'explique que Zelef, il a créé des démons, des centaines, voire des milliers de sorts à lui seul, dans le seul but de perfectionner ses recherches. Un érudit, maître de son propre domaine en soi. Et on ne le voit jamais utiliser de sorts Amaterasu. Pourtant, ça semble être un fonctionnement concret et direct de la magie, il n'y a pas plus pur et strict que ça. Franchement, je suis obligé de l'avouer, j'ai toujours eu un petit peu en travers de la gorge cette idée-là. On arrive au dernier point de cette vidéo et j'ai fait exprès de le garder. Pour une raison très très simple que je vais vous donner juste après. Parlons des chasseurs de dieux. Alors oui, blabla, fraude, ils ont jamais rien fait, gna 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 gna. Mais pour autant, Dimaria nous parle de Chronos. Zelef nous parle d'Angsteram et de sa malédiction. Il y a des dieux, ils existent. Ou en tout cas, leur concept existe. Et pourtant, on les a jamais vus. Si une magie visant à les tuer existe, c'est qu'ils sont là pourtant. Mais ça n'a jamais été utilisé. Pourquoi j'ai mis ce point en dernier? La raison, elle est super simple. Parce que Mashima, si vous le suivez sur Twitter, il fait très souvent des spaces. Et il répond à des questions, etc. etc. Et il a dit lui-même, mais après la quête de 100 ans, j'aimerais bien faire encore un autre spin-off. Et en prime, il a glissé, pourquoi on parlerait pas d'Angsteram? Ouais, le fameux dieu qui a causé la malédiction de Zelef, tout ça. Pourquoi on parlerait pas de lui? Évidemment, c'est des trucs que j'ai vu traduits, ça à prendre avec d'énormes pincettes, à tout moment les gens ils extrapolent, ils imaginent des trucs, etc. Mais on peut tous être d'accord. Un spin-off là-dessus, on serait tous beaucoup trop saucés et heureux. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.